Les romans qui ont changé le monde. Mathias Sénard. Les romans changent-ils le monde ? Transforment-ils ne serait-ce que le monde du roman ? Pendant 2 semaines, nous explorons 10 œuvres dont on peut affirmer qu'elles ont changé quelque chose à la littérature et au XXe siècle. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage parmi les romans qui ont changé le monde en 1980, année de la parution aux éditions Bompiani en Italie et 2 ans plus tard, en 1982, chez Grasset, traduit de l'italien par Jean-Noël Schifano, du Nom de la rose, premier roman d'Umberto Eco, alors âgé de 50 ans. Génial roman policier médiéval, évocation du savoir au Moyen-Âge, Le Nom de la rose montre à quel point une abbaye bénédictine au XIVe siècle est un microcosme, un monde en soi, reflet d'une autre. L'inquisiteur Guillaume de Baskerville et le jeune Azzo de Melk, son secrétaire, sont confrontés à une série de crimes et d'hérésies. Crimes qu'il va falloir élucider, tout comme il faut combattre l'hérésie pour remettre de l'ordre dans le cosmos. Au centre du roman se trouve une bibliothèque et un manuscrit, autant de métaphores de la quête du savoir et de la position de l'être humain au centre d'un labyrinthe, somme toute très borgésien. Pour évoquer cet extraordinaire roman du plaisir de l'érudition, nous avons la chance d'avoir avec nous l'historienne Isabelle Elandona et le romancier Lorenzo Alunni. Mais comme chaque matin, commençons par écouter le début du texte, le prologue du Nom de la rose, lu par la comédienne Delphine Cognard. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, et la tâche d'un moine fidèle serait de répéter chaque jour avec humilité psalmodiante l'unique, inchangeable événement dont on puisse affirmer l'incontestable vérité. Mais videmus nunc per speculum et in aenigmate, et la vérité, avant le face-à-face, se manifeste par fragments, hélas combien illisible, dans l'erreur du monde, si bien que nous devons en annoncer les signes fidèles, même là où ils nous semblent obscurs, et comme le tissu d'une volonté visant exclusivement au mal. Arrivé au terme de ma vie de pécheur, tandis que chenu, vieilli comme le monde, dans l'attente de me perdre en l'abîme sans fond de la divinité silencieuse et déserte, participant de la lumière immuable des intelligences angéliques, désormais retenu par mon corps lourd et malade dans cette cellule de mon cher monastère de Melk, je m'apprête à laisser sur ce vélin témoignage des événements admirables et terribles auxquels dans ma jeunesse il me fut donné d'assister, en répétant verbatim tout ce que je vis et entendis, sans me hasarder à en tirer un dessein, comme pour laisser à ceux qui viendront, si l'antéchrist ne les devance, des signes de signes, afin que sur eux s'exerce la prière du déchiffrement. Que le Seigneur m'accorde la grâce d'être le témoin transparent des événements qui eurent lieu à l'abbaye, dont il est bon et charitable de taire même le nom désormais, vers la fin de l'année du Seigneur 1327, où l'empereur Louis descendit en Italie pour reconstruire la dignité du Saint-Empire romain, suivant les plans du Très-Haut, et pour confondre l'infâme usurpateur simoniaque et hérésiarque qui en Avignon couvrit de honte le saint nom de l'apôtre. Telle était la situation quand, déjà novice bénédictin au monastère de Melk, je fus arraché à la tranquillité du cloître par mon père, qui se battait dans la suite de Louis, non le moindre d'entre ses barons, et qui trouva sage de m'emmener avec lui pour que je connusse les merveilles d'Italie et fusse présent quand l'empereur serait couronné à Rome. Mais le siège de Pise l'absorba tout entier dans des préoccupations militaires. J'en tirai avantage en circulant, mis par oisiveté, mis par désir d'apprendre, dans les villes de la Toscane. Mais cette vie libre et sans règles ne seyait point, pensèrent mes parents, à un adolescent voué à la vie contemplative. Et sur la suggestion de Marsile, qui s'était pris d'affection pour moi, ils décidèrent de me placer auprès d'un docte franciscain, frère Guillaume de Baskerville. Bonjour Isabelle Elandona. Bonjour. Bonjour Lorenzo Alunni. Bonjour.
Isabelle Landonna, vous êtes historienne médiéviste, professeure à l'université de Reims, spécialiste de l'histoire religieuse et culturelle au Moyen-Âge. Et vous, Lorenzo Alunni, vous êtes chercheur en sciences sociales et écrivain, auteur d'un premier roman entre réalité et hallucination, cauchemar et mythe, intitulé In nome del diavolo, au nom du diable, et encore inédit en français. Isabelle Landonna, nous venons d'entendre le début du texte du roman d'Umberto Eco, Le nom de la rose. Quelle précision déjà, quelle façon d'entrer dans la langue de l'époque, le latin et le contexte politique et religieux de cette année 1327. Oui, c'est assez saisissant. Le décor est planté tout de suite. Les premiers mots latins du texte sont un extrait de l'Épître aux Corinthiens, je crois. Donc tout de suite, il propulse le lecteur à la fois dans ce latin que le lecteur ne connaît pas forcément, et puis dans la Bible, qui est un peu l'alpha et l'oméga du monde savant médiéval encore au XIVe siècle. Et ce que dit l'auteur de ces lignes, c'est une sorte de vérité qu'il énonce, intangible, immuable. Et en même temps, tout ce qui va suivre va dérouler des choses qui sont tout à fait exceptionnelles et inhabituelles, et qui viennent ensuite un peu bouleverser toutes ces certitudes. Quant au savoir, quant à l'existence, à la possibilité de démontrer l'existence de Dieu, etc. Donc oui, le décor est tout de suite planté dans une langue admirable et difficile. Ce qui est incroyable, Lorenzo Alunni, c'est qu'on a du mal à imaginer la réaction d'un éditeur d'aujourd'hui si on lui présentait un tel prologue pour commencer un roman où la moitié des phrases sont en latin et où on vous parle de la situation du Saint-Empire romain au début du XIVe siècle. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous l'avez lu, Le nom de la rose? Oui, je me souviens très bien. J'étais au lycée. Et quand le roman est sorti, c'était en 80 en Italie. Je l'ai lu, disons, une vingtaine d'années après. Et c'était un choc, même si les romans, c'est vrai qu'il était déjà entré, disons, dans l'imaginaire collectif italien. Donc c'était une présence assez constante dans la formation littéraire, mais même culturelle en général des Italiens, des Italiennes. Donc oui, reprendre les romans pour cette émission, ça a été un vrai plaisir, une sorte de petite Madeleine, voilà. Isabelle Landonna, comme en tant qu'historienne, quand vous lisez ou relisez Le nom de la rose, qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce que la fiction du XXe siècle vous apprend, ou en tout cas est-ce qu'elle choque avec votre connaissance du Moyen-Âge, ou est-ce qu'elle s'y ajoute? Comment est-ce que vous lisez ces romans-là, et en particulier Le nom de la rose? Alors, pour être tout à fait sincère, en temps normal, les romans historiques et les romans policiers historiques, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais contrairement à Lorenzo, je suis plus vieille que Lorenzo, de sorte que j'ai lu ce livre, j'avais plus ou moins votre âge, sauf que c'est au moment de sa sortie, et en français, car je n'étais pas du tout encore italianisante quand je l'ai lu. Donc voilà, donc pour moi, il y a eu deux moments. Il y a eu le premier moment qui est le choc de la lecture en 83, 84, je me souviens plus la date exacte. La traduction, c'est 82 peut-être. Exactement. Voilà, donc j'ai dû le lire peut-être 2 ans après. Voilà, j'étais en prépa et ça a été un choc, mais un choc total. J'étais pas du tout versée dans le Moyen-Âge à l'époque. Et puis, au fil du temps, il m'est arrivé de le rouvrir et puis plus récemment de le reparcourir grâce à vous. Et je dois dire que c'est un livre, comment dire ? C'est un produit très étrange pour l'historienne que je suis, parce qu'à la fois c'est d'une précision d'orfèvre. Il y a une mise en scène de cette époque, des personnages, etc., qui fait que on ne peut pas, ou très rarement, prendre Umberto Eco en défaut sur la précision historique. Et en même temps, face à ces événements très complexes, ce contexte des années 1320-1330 sur lequel on va peut-être revenir, qui est très dense, notamment autour des franciscains, la pauvreté, toutes ces choses-là, l'empire, etc. Et donc, c'est très complexe, et en même temps, il rend ces choses, pour l'historien, en tout cas, relativement limpides, et j'imagine pour le lecteur un peu ignorant que j'étais la première fois que je l'ai lu, facile d'accès en réalité. Et c'est un peu un paradoxe. C'est-à-dire que sa plume réussit à faire passer cette époque, dirais-je, et à la rendre intelligible, alors que ça ne me semble pas du tout évident. Lorenzo Alunni, ce qui est intéressant, c'est la position d'Umberto Eco au moment où il publie Le nom de la rose. Il est déjà connu en Italie, mais comme essayiste, professeur de sémiologie à l'université de Bologne. Et là, il a presque la cinquantaine et il publie son premier roman qui va être immédiatement un immense succès, couronné par le prix Strega en 1980.
Et lui-même disait que c'était le livre, parmi ses romans, le livre qu'il détestait, qu'il n'aimait pas du tout, peut-être parce qu'il en a trop parlé. Et en ce qui concerne son érudition, il ajoutait qu'il y avait quand même des erreurs qu'on lui avait reprochées, par exemple que son herboriste utilisait des plantes qui ne pouvaient pas être connues à l'époque, et des détails de ce genre-là. Mais c'est intéressant aussi cette personnalité d'Umberto Eco qui parvient au roman déjà à un âge extrêmement avancé, Lorenzo Alunni. Oui, il était déjà très connu en Italie et je dirais pas seulement dans les milieux universitaires, il était déjà une figure publique parce que justement il a fait partie de plusieurs, groupes des critiques, par exemple les groupes 63, groupe 63, qui était un groupe des critiques militants qui proposaient des théories très très novatrices pour l'époque. Donc il était déjà une figure publique. Il intervenait beaucoup sur les journaux, etc. Et la genèse du roman, de l'idée de se mettre à écrire un roman est très très intéressante, très très drôle même parfois. Et le fait qu'il était déjà une célébrité, on le voit par exemple au moment que la rumeur que Umberto Eco s'est mis à écrire un roman circule dans le milieu de l'édition italienne. Tout de suite, il reçoit plusieurs appels des grands éditeurs, de Giulio Einaudi et d'autres éditeurs qui lui disaient « écoute, on dit que tu t'es mis à écrire un roman. Si c'est vrai, je le prends tout de suite. » Et Umberto Eco raconte qu'au début, il voulait faire ça juste comme une petite édition de 1000 exemplaires à donner à Franco Maria Ricci, qui était un éditeur très spécial dans le panorama littéraire italien, qui faisait que de très belles éditions, éditions limitées, etc. Mais il a vu que la chose les prenait plus que prévu, que le petit roman devenait un bouquin de 500 pages qui, au final, lui plaisait assez. Et donc, il a décidé de le donner à Bompiani, qui était d'ailleurs déjà son éditeur de ses œuvres critiques les plus importantes, comme œuvres ouvertes, je ne sais pas si c'est traduit comme ça, L'œuvre ouverte en italien, et d'autres essais qui ont fait époque, qui sont encore très importants. Et je crois que ça posait pas mal de, il y avait pas mal d'enjeux sur les rapports entre un savant, un chercheur si important, si connu, et son idée qui au début paraît assez farfelu de se mettre à la fiction comme ça. Et je crois qu'il y a eu un débat après qui est aussi intéressant que le roman. Voilà, l'histoire éditoriale du livre est très passionnante, je trouve. Oui, c'est aussi un roman policier. C'est ça qui est surprenant, c'est qu'ils choisissent ce genre. Alors on sait qu'il aimait beaucoup les romans policiers, et i gialli, comme on dit en Italie, mais aussi la bande dessinée. Enfin, qu'il avait un rapport très ouvert avec la lecture et la fiction. Et donc il se lance dans Ce nom de la rose, qui commence, comme vous l'avez dit, dans un contexte complexe, celui de cette lutte entre l'empereur et le pape en l'an 1327. Alors, les choses commencent un tout petit peu avant, à vrai dire, et pour les aventures, si je puis dire, entre Jean XXII et Louis de Bavière, l'empereur Louis de Bavière, mais en réalité, c'est une querelle qui ne cesse pas depuis le XIe siècle, le Xe, le XIe siècle, hein, la querelle des investitures d'abord, et puis ensuite la question de la prééminence du pouvoir spirituel sur le temporel ou l'inverse, qui prend une dimension tout à fait particulière à partir d'Innocent III. Donc on est au début du XIIIe siècle. Vous voyez que les antécédents remontent assez loin en réalité. Et donc, on est propulsé là, effectivement, dans le contexte très particulier des années 1320, où, à la suite d'une double élection qui a eu lieu en 1314, 2 empereurs, le pape et l'avènement d'un pape particulier, un très très grand juriste, mais déjà un vieillard un petit peu acariâtre, qu'on appelle Jean XXII et qui est nommé dès le prologue du livre, hein, une querelle se noue qui prend des proportions d'autant plus importantes qu'elle vient nourrir aussi une deuxième querelle très importante au sein du milieu franciscain sur la question de la pauvreté. Et donc, c'est une querelle politique-religieuse, mais bon, au XIVe siècle, les choses ne sont que très rarement ou totalement politiques ou totalement religieuses. Les deux éléments sont profondément intriqués. Et donc, il nous projette immédiatement, et on l'a entendu après cette lecture, il y a des petits indices qui sont donnés, des noms, Jacques de Cahors, Jean XXII, l'empereur, on parle de Marsile, donc c'est Marsile de Padoue, hein, l'auteur
l'auteur d'un texte très célèbre qui s'intitule Le Défenseur Pacis, défenseur de la paix, qui est un texte tout à fait intéressant, qui explique justement que le spirituel est subordonné au temporel. Et c'est un peu tout le débat qui se noue comme arrière-plan, si je puis dire, de l'affaire policière au sens strict dont parle le roman. Et le génie du roman de la Rose, c'est justement de réussir à introduire une intrigue policière accessible à tous au milieu d'un contexte qui peut paraître justement extrêmement compliqué, Lorenzo Lundi. Oui, d'ailleurs c'est pour ça que c'est très intéressant de voir la manière dont Umberto Eco a travaillé, c'est-à-dire vraiment à rentrer un peu dans son laboratoire, ce qui est permis aussi grâce à l'édition la plus récente du roman, au moins en Italie, où on a ajouté tous les dessins préparatoires, les croquis, tout ce qu'il notait pendant qu'il réfléchissait sur ça. Et je suis très étonné d'ailleurs du fait qu'il a eu l'idée de ces romans en 1978. Et le roman est paru en Italie en octobre 80. Donc, même pas des ans. Et en plus, il raconte qu'il a passé une année sans écrire un seul mot. Il prenait seulement des notes et réfléchissait. Donc, quand il a commencé à l'écrire, au début, ça devait être une boutade, juste écrire une petite histoire policière. Mais on voit que il y a un travail assez incroyable, comment dire, articulé, je dirais, je pense que c'est le verbe le plus approprié, articulé en arrière-plan, comme vous venez de l'écrire si bien, et comment dire, une sorte d'hommage qu'il fait à toute une tradition dont, d'une certaine manière, il revendique la légitimité. C'est-à-dire, il parle des romans policiers, il se confie à des astuces qui sont classiques, même les noms des personnages, en commençant par Guillaume de Baskerville, c'est un hommage très évident, et qu'il a regretté après, parce qu'il disait... À Sherlock Holmes, hein. Oui, c'est ça, Arthur Conan Doyle. Et l'histoire de ces noms est assez intéressante parce qu'il disait, je regrette d'avoir choisi ces noms. Au début, ça m'amusait parce qu'en fait, je pensais que ça aurait été seulement un petit roman, une boutade. Donc, je me suis permis de rendre hommage d'une manière si explicite, même trop explicite, alors qu'après, les romans a vendu plus de 30 millions d'exemplaires et j'étais pas sûr que je voulais faire quelque chose de plus original. On comprend effectivement que c'est un peu l'objet lui échappe à un moment presque, hein, puisque effectivement il commence un peu, donc il y a cet hommage à Sherlock Holmes de Guillaume de Baskerville. On voit qu'il y a quelque chose de très ironique au départ, puisque le roman s'ouvre par une introduction d'Umberto Eco lui-même qui explique, un peu comme dans un roman du XVIIIe siècle, qu'il s'agit d'un manuscrit trouvé, dont il n'a pas retrouvé l'original et qu'il traduit lui-même, un peu comme le manuscrit trouvé à Saragosse par exemple, enfin cette tradition du XVIIIe, pour lancer finalement la voix de Atso de Melk, que nous avons entendu tout à l'heure, qui est le narrateur du livre, qui est un peu le Dr Watson de Guillaume de Baskerville, qui va nous introduire dans cette abbaye, le lieu clos, le huis clos, dans lequel vont se dérouler l'action du livre. Amen.
Quia gloria Domini Nous venons d'entendre la Nova Scola Gregoriana sous la direction d'Alberto Turco, chanter Omnes des Sabbats, un extrait d'une messe de la Nativité. Ce qui est la particularité du roman policier qu'est Le Nom de la Rose, c'est l'abbaye. C'est que c'est un huis clos dans cette abbaye dont on nous dit qu'elle est située entre la Provence et la Ligurie en 1327. Qu'est-ce que c'est que ce monde exactement, Isabelle Jandona ? En 1327, en réalité, bon, bien sûr, l'Occident reste couvert d'importantes abbayes bénédictines, mais qui sont beaucoup moins dynamiques que ne le sont les ordres mendiants. Et c'est l'un des sujets du livre que d'évoquer. Bon, les franciscains d'une part, qui eux vivent dans des couvents où l'on va et d'où l'on vient, c'est-à-dire de manière beaucoup plus ouverte. Et puis les dominicains à travers la figure de l'inquisiteur Bernard Guy qui surgit un moment dans le roman. Alors peut-être le génie d'Umberto Eco est de faire converger dans ce monde censément clos. En réalité, les abbayes ne sont pas complètement hermétiquement fermé au monde. Au contraire, il y a toutes sortes de moines qui vont, qui viennent, et de très grands abbés antérieurement à cette époque qui passent leur vie dehors. Je pense à Bernard de Clairvaux, par exemple. Voilà. Donc, alors le génie là consiste à faire converger finalement dans cette abbaye plusieurs choses. D'une part, ce qu'on s'attend à y trouver, c'est-à-dire des moines, un herboriste, une bibliothèque merveilleuse avec des livres extraordinaires. Et n'oublions pas, nous sommes au XIVe siècle, et quelques années plus tard, c'est dans des abbayes de ce style-là, Saint-Gall, le Mont-Cassin, etc., que les préhumanistes, des gens comme Boccaccio, puis un peu plus tard Poggio Bracciolini, etc., retrouveront des manuscrits qu'on ne lisait plus depuis longtemps et enclencheront comme ça la redécouverte de textes qu'on avait un petit peu oubliés et qui font de ce qu'on appelle ensuite la Renaissance. Et puis d'autre part, de faire converger dans ce lieu justement des membres des ordres nouveaux, donc des franciscains, des dominicains, qui ne sont plus si nouveaux que cela dans les années 1327, mais qui prennent une importance tout à fait considérable en raison de ces querelles autour de la propriété, de l'usage pauvre, des débats théologiques, du respect de la règle, des questions de primauté du temporel sur le spirituel que j'évoquais précédemment, etc., etc. Donc, on fait converger dans ce lieu, si vous voulez, des éléments qui ne sont a priori pas compatibles, du moins vus de loin. Et ensuite, ce qu'on peut dire aussi de ce modèle d'abbaye, c'est que bien sûr, elle ne correspond à rien de particulier, mais j'ai vaguement souvenir que quand même, il avait un modèle qu'il avait remarqué parce que aussi il avait une tante ou quelque chose comme ça, une parente qui habitait Saint-Michel de la Cluse au Piémont, qui est une abbaye qu'on peut encore voir aujourd'hui camper au sommet d'un éperon rocheux. Voilà. Bon, mais le film n'a pas du tout été tourné là. Mais disons que il y a ce modèle de l'abbaye un peu isolée, gigantesque, comme l'étaient quelques-unes des très grandes abbayes de l'Occident. Donc, je pense j'ai déjà parlé du Mont-Cassin, mais on pourrait parler de Cluny, on pourrait parler de Bobbio. Enfin, il y a toute une série de modèles possibles.
Hein. Et donc il y a ce modèle qui l'aurait un petit peu inspiré. Hein. Et c'est vrai quand on regarde la Sacra di San Michele au Piémont, donc on voit un peu des images qui sont un peu polluées, bien sûr maintenant par le film de Jean-Jacques Hano, mais qui témoignent d'un isolement très relatif en réalité, mais quand même, et un univers un petit peu comme ça inquiétant aussi. Hein. Et je crois qu'il cultive aussi cet aspect. On a l'impression qu'il fait assez sombre, qu'il y a la brume, que tout ceci est un peu noir, un petit peu inquiétant pour les besoins de l'intrigue policière. Lorenzo Alunni. Oui, en effet, vous venez de citer le film de Jean-Jacques Hano, et en effet, c'est ce que j'ai pensé, c'est-à-dire que désormais les films sont rentrés tellement dans l'imaginaire que même quand on relit... Oui. Mais Umberto Eco, quand il pense à cette abbaye, quand il se pense à ce lieu clos, il en pense tous les détails, puisqu'il dessine tout, il commence par faire des plans de cet endroit dans lequel il va faire évoluer ses personnages, et il dit même que il est impossible d'avoir un roman si on n'a pas un lieu pour lui. Les deux vont ensemble. Oui, il dessine tout d'une manière, il va vraiment dans les moindres détails, ce que les dessins récemment publiés nous permet d'apprécier encore mieux. Et si je pense à la bibliothèque, en particulier la bibliothèque de l'abbaye du roman, d'un côté, bien sûr, il n'y a pas de surprise, c'est-à-dire le lien avec la bibliothèque des Babel des Borges est très évident. Oui, on y reviendra tout à l'heure d'ailleurs. Ah voilà. Mais ce qui m'étonne beaucoup en réalisant les romans, c'est donc si vous allez sur YouTube ou n'importe où dans l'internet, vous trouvez sans aucune difficulté une vidéo d'un vieux entretien qu'Umberto Eco donne à la télé italienne, si je ne me trompe pas, chez lui à Milan. Donc à un moment donné, Umberto Eco veut citer un livre, il se rappelle plus, ou il veut les montrer à la personne qui fait l'entretien. Et Umberto Eco dit suivez-moi. Et donc, on les voit, donc il y a Umberto Eco qui marche dans sa bibliothèque personnelle chez lui, et les vidéos ne terminent jamais. C'est-à-dire qu'il marche, c'est comme un labyrinthe, et c'est très impressionnant le fait qu'au fond, il a voulu vivre sa vie personnelle, sa vie domestique dans un lieu qui rassemble beaucoup, voilà, à la partie cachée de la bibliothèque de l'abbaye du nom de la Rose. Alors, le protagoniste du nom de la Rose, c'est Guillaume de Baskerville. Qui est Guillaume de Baskerville, Isabelle Landonnat ? Alors c'est un franciscain un peu en crise, je pense, comme beaucoup de franciscains de haute volée du début du XIVe siècle. Donc il est franciscain, frère mineur, il suit la règle de Saint François, il a été inquisiteur, et depuis la fin des années 1220, on a créé ce tribunal particulier, cette justice spécifique qui dépend directement du pape, qu'on appelle l'Inquisition. Donc de fait, on pense souvent aux dominicains, mais les franciscains ont aussi occupé ce rôle. Donc Guillaume de Baskerville a été inquisiteur, et quand je dis qu'il est en crise, il est en crise parce que en réalité, toute une série de personnages qu'il va croiser au sein de l'abbaye, qu'il connaît très bien, sont les protagonistes de ce débat, de cette querelle qui a agité un petit milieu, mais qui a son importance quand même, autour de la question de savoir si le Christ et les apôtres avaient jamais possédé quoi que ce soit. Voilà. Et donc Guillaume est à la fois un franciscain, un individu un peu en crise, quelqu'un qui a une culture tout à fait considérable. Et quand je dis qu'il est en crise, c'est parce que à plusieurs reprises dans le roman, on le voit remettre en cause, enfin en tout cas subtilement, parce que évidemment les choses peuvent vite mal tourner, hein, mais subtilement remettre en cause un certain nombre de certitudes, d'acquis, de manières de penser. C'est un homme moderne entre guillemets, hein, c'est-à-dire qui a absorbé la science, la grande science franciscaine, mais pas seulement du XIIIe siècle, donc qui elle-même avait absorbé les traductions de l'arabe en latin du XIIe siècle, donc notamment Aristote, etc. Et tous les débats qu'il a, notamment avec Jorge de Burgos, le bibliothécaire, qui tourne autour de l'apport des auteurs antiques, hein, reflète finalement des querelles qui sont quand même un petit peu antérieures à son temps, mais qui continuent d'agiter quand même un peu les milieux universitaires
universitaires et les milieux des ordres religieux sur justement comment on se débrouille, si je puis dire, des apports d'Aristote, par exemple, que transmettent les traductions du XIIe siècle, hein, par exemple, sur ce genre de points. Donc une science très aiguisée, un esprit qui résonne, comme résonnent les scolastiques de son temps, hein, et en même temps un individu qui est confronté directement à la crise de son ordre, ou d'un côté, alors on dit la crise de l'ordre franciscain en même temps, encore une fois, ça a concerné un très petit milieu, mais un petit milieu qui a fait beaucoup de bruit, quoi, et qui s'est affronté d'une part au pape Jean XXII que j'évoquais tout à l'heure, et d'autre part qui a pu trouver refuge auprès de Louis de Bavière, et qui se trouve pris finalement dans une autre querelle qui est qui du spirituel et du temporel, ou du temporel doit avoir l'ascendant sur l'autre. Voilà. Et Lorenzo Alunni et Guillaume de Baskerville, c'est aussi un enquêteur qui se retrouve à enquêter sur un suicide qui se révèle en réalité être un meurtre. Oui, et on voit tout de suite, déjà au début du roman, ces côtés policiers d'une manière... comment dire, on ne voit pas l'effort parce qu'il n'y a pas, il y a beaucoup de métiers dans les bons sens. Mais Umberto Eco était très inquiet par le fait de mettre des longues parties comme des essais théologiques, des discussions philosophiques théologiques, à côté d'un volet qui disait, lui, c'est très Agatha Christie. Donc, il s'est demandé comment faire coexister ces deux parties. En plus, Umberto Eco, qui était bien sûr, au moment de commencer ce roman, était une des personnes au monde les plus, il avait bien conscience, disons, de mécanismes narratifs. La salle des machines, voilà, des romans de Umberto Eco est très, très, très compliquée, très intéressante, mais en même temps très, très étudiée, très analysée par lui-même. Et cet élément de la coexistence entre un mécanisme, un engrenage et un plaisir de la lecture qui fait oublier l'engrenage c'était pas seulement un souci comme beaucoup d'écrivains ont même aujourd'hui, c'était pour Umberto Eco une obsession. On le voit par exemple, donc il a traduit plusieurs ouvrages, mais en particulier on se rappelle de la traduction de Exercice de style de Raymond Queneau et surtout de Sylvie de Gérard de Nerval, qui est une nouvelle qui l'obsédait. Et dans un petit livre, c'était un livre tiré d'une série de conférences qu'il a données à Harvard, qui s'appelle, je ne sais pas comment ça s'est traduit en français, « Six promenades dans les bois de la narration », c'est la traduction littérale du titre, où justement, il passe 200 pages, s'est demandé comment est-il possible qu'il était rentré à ce point dans les mécanismes de la narration de Nerval, mais chaque fois qu'il lisait les romans, il tombait dans la fascination complète, il oubliait ces mécanismes. Ça montre donc, à mon avis, que vraiment, il y avait cette obsession qui, d'une certaine manière, est à la base du fait de la magie du Nom de la Rose. C'est-à-dire que ces côtés policiers qui est très, très intrigant. C'est-à-dire, pour le rendez-vous de ce matin, j'ai relu le roman en entier sans perdre une ligne. Et ça a été extrêmement passionnant, même si je connaissais déjà l'histoire, je l'avais déjà lu, j'ai vu les films, etc. Donc, de ce point de vue, on voit bien sûr l'obsession, l'effort contrôlé, la maîtrise artisanale, mais on voit aussi les succès de tout ça. Écoutons Umberto Eco lui-même au micro de France Culture en 1983. France Culture, les romans qui ont changé le monde. Mathias Sénard. En lisant l'œuvre ouverte, le gros travail que vous avez fait sur Joyce, à un moment donné, vous repérez une des phrases de Bloom dans Ulysse. Vous assimilez quelque chose de la féminité avec l'alimentation et avec l'aphagie. Pas moi, Bloom. Oui, Bloom. Enfin, c'est vous qui le relevez. Oui. Alors, dans le roman de la Rose, il y a aussi une phagie spéciale, puisque il y a le manuscrit qui est avalé, quoi. Oui, je pourrais vous dire que puisque le modèle était l'Apocalypse de Saint Jean, pour moi il s'agissait d'une citation d'un livre. Mais c'est possible que de votre point de vue psychanalytique, vous pouvez trouver que sans le vouloir et sans le savoir, j'ai introduit un élément corporel qui en ce moment ne m'intéressait pas. Il m'intéressait la citation biblique et il m'intéressait, si vous voulez, la situation visuelle de ce vieux aveugle qui s'empoisonne en mangeant comme une chèvre. Gorgone. Oui, ce parchemin. Je pourrais vous dire, bon, c'était
un élément cinématographique qui me fascinait à ce moment. Mais, qui sait? D'accord. Alors, non, permettez-moi. Oui. Sur Joyce, au contraire, je crois d'avoir insisté sur un passage, ou peut-être dans mon vieux texte, j'en parle seulement rapidement, mais c'est un passage sur lequel je reviens souvent. Mais c'est à la fin du chapitre 4, quand Bloom va à la toilette. Voilà. Oui. Et là, c'est superbe, Oui. parce que ce sont le mouvement du sphincter qui régit le flux intellectuel. Oui, et dans ce sens-là, Joyce nous donne un portrait foudroyant et admirable de relation entre le corps et l'esprit. Nous venons d'entendre Umberto Eco lui-même en compagnie du psychanalyste Jean Guir sur France Culture en 1983. Le nom de la rose, c'est aussi un roman du corps, des états du corps, ce nom de la rose, non, Isabelle Nandona? Oui, bien sûr, parce que il y a un certain nombre d'éléments dans ce roman qui tournent autour de ces affaires-là. Hein, aussi bien d'abord les corps empoisonnés ou assassinés qu'il faut observer, disséquer, la question du corps des femmes et du jeune Atso qui est séduit par cette paysanne. Oui, donc c'est un roman du corps sans doute. Moi, je l'ai moins vu, à vrai dire, comme un roman du corps que comme vraiment une mécanique, une construction qui célèbre d'une certaine manière aussi les joies de l'esprit. Hein. Moi, je l'ai lu jadis et naguère, et puis en le relisant pour l'émission d'aujourd'hui, comme une construction de l'esprit, quoi, et d'une certaine manière une ode aux choses de l'esprit, me semble-t-il. Et sur cette évocation de la vie culturelle au Moyen-Âge, Lorenzo Alunni, est-ce que vous êtes sensible quand même à cet aspect, ce mélange justement entre le corps et l'esprit? Oui, surtout parce que, en effet, c'était un peu une des préoccupations principales des philosophes auxquels Umberto Eco fait référence, ou plutôt Atso de Melk et Guillaume de Baskerville font référence dans les livres. Donc c'est une préoccupation centrale qui, d'une certaine manière, est à la base de tout ce qui se passe en termes de rapport avec le livre prohibé, les livres interdits de la bibliothèque. Donc, d'un côté, je trouve, je partage complètement votre idée selon laquelle c'est en effet une fête de la joie de l'esprit, voilà. Et on pourrait même dire qu'au final, ces romans, c'est la preuve la meilleure du fait que les livres disparus, le deuxième volet de la poétique d'Aristote, a gagné, même s'il est disparu à la fin c'est-à-dire il s'est répandu comme il fallait, et etc. Et en plus, pour ce qui concerne les philosophies qui, d'une certaine manière, sont à la base du roman, une des choses qui me semble tout à fait remarquable, c'est le fait que, bien sûr, Umberto Eco a dû un peu jouer entre des philosophies contemporaines, donc en 1327, des philosophies juste un peu précédentes, mais aussi à des philosophies successives. Il fait des citations à des philosophes qui n'étaient pas encore vivants à l'époque où l'histoire se passe, mais ce sont des philosophes qui expriment des idées, soit dans les contenus, soit surtout dans la forme, qui est propre de l'époque même du roman. C'est-à-dire, il fait ce jeu d'aller-retour dans le temps, c'est-à-dire aller prendre des philosophies successives, mais qui sont exprimées dans les registres de l'époque du roman, de tout point de vue. Et ce qui est drôle, encore une fois, et donc ça fait partie de la joie de l'esprit de ce roman, à mon avis, c'est le fait que pas mal de critiques ont exprimé des avis négatifs en disant qu'il y avait beaucoup de citations qui n'étaient pas vraisemblables si on les voit en relation à l'époque. Et toutes ces citations, c'était exactement les citations précises qu'Umberto Eco avait pris de l'époque du roman. Donc, il y a toujours un décalage entre ce qu'on s'attend de la contemporanéité de l'histoire du roman et le fait que l'écrivain, l'auteur, se donne les droits, la possibilité de réinventer certaines phases temporelles et philosophiques. Entrons dans le cœur du roman, dans la bibliothèque, dans ce deuxième extrait du Nom de la rose.
Quand nous restâmes nous trois, Guillaume débarrassa une des tables des tessons et des feuilles de parchemin qui la recouvraient, et il me dit de lui passer un par un les livres de la collection de Séverin. Petite bibliothèque, comparée à l'immense du labyrinthe, mais toujours est-il qu'il ne s'agissait pas moins de dizaines et de dizaines de volumes de différentes grosseurs, qui avant étaient en bon ordre sur les étagères, et à présent se trouvaient en désordre par terre, au milieu de bien d'autres objets, et déjà mis sans dessus-dessous par les mains fébriles du sellerier, certains même déchirés, comme s'il n'avait pas cherché un livre, mais quelque chose qui devait se trouver entre les pages d'un livre. Plusieurs avaient été déchiquetés avec violence, séparés de leur reliure. Les recueillir, en examiner rapidement la nature et les replacer en tas sur la table ne fut pas une petite affaire, et menée en toute hâte, car l'abbé nous avait accordé peu de temps, étant donné que des moines devaient ensuite entrer afin de recomposer le corps massacré de Séverin et de le préparer pour la sépulture. Et puis il fallait aussi aller chercher de tous les côtés, sous les tables, derrière les étagères et les armoires, si quelque chose avait échappé à une première inspection. Guillaume ne voulut pas que Bince m'aidât, et il ne lui permit que de monter la garde à la porte. Malgré les ordres de l'abbé, beaucoup s'obstinaient à vouloir entrer. Servants consternés par la nouvelle, moines pleurant leurs frères, novices arrivés avec des draps blancs et des bassines d'eau pour laver et envelopper le cadavre. Nous devions donc procéder à vive allure. Je saisissais les livres, les présentais à Guillaume qui les examinait et les déposait sur la table. Puis nous nous rendîmes compte que le travail était trop long et nous poursuivîmes ensemble, c'est-à-dire que je ramassais un livre, le remettais en ordre s'il était en désordre, en lisais le titre, le posais. Et en de nombreux cas, il s'agissait de feuillets épars. Des plantis libri tres. Malédiction, ce n'est pas ça, disait Guillaume, et il jetait le livre sur la table. Thesaurus herbarum, disais-je, et Guillaume, laisse tomber, nous cherchons un livre grec. Celui-ci, demandai-je en lui montrant un ouvrage aux pages couvertes de caractères abstrus. Et Guillaume, non, celui-ci est arabe, idiot. Il avait bien raison, Bacon. Le premier devoir du sage, c'est d'étudier les langues. Mais l'arabe, vous ne le savez pas, vous non plus, rétorquai-je piqué au vif. À quoi Guillaume me répondait, mais au moins, je comprends quand c'est de l'arabe. Et moi, je rougissais car j'entendais Bince rire dans mon dos. Les livres étaient en grand nombre, et beaucoup plus nombreux les notes, les rouleaux avec des dessins de la voûte céleste, les catalogues de plantes bizarres, des manuscrits du défunt, probablement, sur des feuillets détachés. Nous travaillâmes longtemps. Nous explorâmes le laboratoire de fond en comble. Guillaume en arriva même, avec une grande froideur, à déplacer le cadavre pour voir s'il n'y avait rien dessous, et il fouilla sa robe. Rien. « C'est impossible, dit Guillaume. Séverin s'est enfermé là-dedans avec un livre. Le sellerier ne l'avait pas. »« Il ne l'aura tout de même pas caché dans sa robe, demandai-je. »« Non, le livre que j'ai vu l'autre matin sous la table de Vénantius était d'un grand format. Nous nous en serions aperçus. »« Comment était-il relié, demandai-je. »« Je l'ignore. Il se trouvait ouvert, et je ne l'ai vu que quelques secondes. Tout juste le temps de me rendre compte qu'il était en grec. Mais je n'en garde aucun autre souvenir. » Nous venons d'entendre un deuxième extrait du Nom de la rose d'Umberto Eco, traduit de l'italien par Jean-Noël Schifano, lu par Delphine Cognard. Incroyable ces manuscrits, cette recherche sur le cadavre de la pièce manquante, le chaînon manquant, justement, cette deuxième partie de la poétique d'Aristote à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, Lorenzo Alunni. Oui, c'est vrai que tout lecteur se régale un peu dans cette partie parce que il y a d'un côté, c'est vrai, on assiste à l'angoisse du moine dans un espace fermé ou interdit, mais de l'autre, on s'amuse beaucoup voir cette quête, cette recherche sous la pression. Donc on a l'impression d'être là avec eux, regarder les différents livres, les différents manuscrits, parmi lesquels on pourra trouver des livres aussi d'Umberto Eco dans ses rêves les plus intimes, j'en suis sûr. Donc c'est vraiment une fête des lecteurs et des lectrices, je pense, cette partie. Isabelle Landolin, c'est aussi quelque chose d'assez sérieux, c'est-à-dire que on a quand même un exposé un peu de ce qu'étaient les bibliothèques et les ouvrages du temps.
Absolument. On a un exposé du reste dès le début du livre, lorsque les héros arrivent et découvrent cette tour immense, et puis de nouveau à la fin quand tout brûle et que cette espèce de forteresse du savoir commence à s'écrouler. Donc, je crois, là aussi, Lorenzo le disait très bien quand il citait l'anecdote, cette interview où on voit Umberto Eco lui-même déambuler dans sa propre bibliothèque. Je crois qu'il a su rendre assez parfaitement plusieurs choses. À un premier niveau, la fascination dans laquelle on est nous-mêmes quand on est chercheur, historien, à se trouver dans des bibliothèques, à se trouver dans des lieux où on va consulter des manuscrits. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, comme beaucoup de médiévistes, j'imagine. Par exemple, quand j'allais au Sacro Convento, quand je faisais ma thèse, on retrouvait avec les manuscrits. Enfin, bon, il y a un côté tout à fait fascinant, mais aussi de décrire finalement de quoi il s'agit. Alors, à la fois le bâtiment, mais tout le travail de copie, comment est fabriqué un manuscrit, comment on assemble des cahiers, la qualité des parchemins, ensuite comment on range la bibliothèque, quand bien même il extrapolerait un peu par rapport à ce qu'on savait faire, encore qu'on savait faire des choses complexes à l'époque. Et puis la fascination dans laquelle nous sommes nous-mêmes regardant finalement ce spectacle du lieu clos où se trouve un livre interdit qu'il faut essayer de trouver, quoi. Donc je trouve que c'est très bien fait là encore. Moi je suis tout éloge à l'endroit de ce livre. Je suis pas très critique en fait. Mais même la présentation qu'il fait, cette fameuse phrase où il dit pour être un savant il faut savoir des langues, le rapport aux langues étrangères, que ce soit pas uniquement le latin, mais le grec, on vient de l'entendre, l'arabe. Bien sûr. Et de fait, l'Occident a connu, et je le disais tout à l'heure, une phase de rattrapage culturel par rapport au monde arabo-musulman au XIIe siècle par le biais de ce qu'on appelle les grandes traductions. C'est le moment où en réalité l'Occident latin se réapproprie par le biais de traductions de manuscrits de l'arabe en latin, en passant en général d'ailleurs par des langues vernaculaires, dans la péninsule ibérique, autour de Tolède, puis un peu plus tard au XIIIe siècle, dans un autre Finistère qui est la péninsule italienne, l'Italie du Sud, et se réapproprie comme ça une partie de ce savoir grec qui n'avait pas disparu par enchantement, mais qui avait disparu parce que on ne s'en servait pas, et qu'on va récupérer parce que la civilisation arabo-musulmane, elle, l'a conservée pour des raisons qu'on pourrait expliquer, mais qui seraient peut-être un peu longues. Et donc, il explique la nécessité de connaître effectivement les langues. Et de fait, chez les franciscains qui ont une dimension qu'on peut qualifier de manière un peu erronée à mon sens, mais de missionnaires, d'évangéliques, comme les dominicains du reste, à partir de la fin du XIIIe siècle, on se met, même un peu avant, on se met à instituer des studia de langue, c'est-à-dire des écoles où on va apprendre les langues dans un but évangélisateur, mais cela va aussi servir pour certains d'entre eux à lire des textes dans des langues qu'on maîtrise très peu. Et puis ce phénomène ira en s'amplifiant à partir du XVe siècle. Donc là, on est à une sorte de période de transition de ce point de vue-là, quand bien même, évidemment, toutes les discussions savantes de ces gens se tiennent d'abord et avant tout en latin, et qu'ils ne sont pas tous, loin s'en faut, polyglottes. Lorenzo Alunni, la bibliothèque, c'est aussi un hommage ou un clin d'œil évidemment à Borges, ne serait-ce que parce que le bibliothécaire moine abbé s'appelle Georges. Oui, et c'est un hommage que d'ailleurs Umberto Eco, disons, revendique dans plusieurs entretiens, sauf qu'on lui rapproche le fait que le personnage est un personnage négatif. Donc on dit, écoutez, est-ce que vous accusez de quelque chose Borges? C'est une manière de expliciter votre haine vers de Borges. Lui, Umberto Eco dit, non, écoutez, moi, je crois pas aux personnages qui sont construits tout seuls. C'est toujours l'auteur qui a la maîtrise. Mais dans ces cas-là, c'est sa faute. Voilà. C'est-à-dire que c'était pas prévu que ça devienne comme ça. Alors, il faut, au moins en Italie, il faut penser que, la redécouverte de Borges est successive au nom de l'art. C'est-à-dire qu'au moment de la publication, oui, on savait bien qui c'était, on les connaissait, mais c'était plutôt pour les spécialistes. C'est en ce moment que Borges est devenu, comme partout, une référence fondamentale. Mais ce qui est drôle, que c'est
il me semble, dans les entretiens, que c'est une des choses qu'Umberto Eco regrette, c'est-à-dire le fait d'avoir mis sous une mauvaise lumière un auteur qu'il adore et qui est un des auteurs à la base du roman de plusieurs points de vue. Même la structure même de la bibliothèque, ou plutôt la conception qu'il y a derrière la bibliothèque de l'abbaye, c'est beaucoup lié à la nouvelle la bibliothèque de Babel, qui est une référence centrale. Donc c'est un des éléments qui sont un peu à la base de certains regrets que Eco décrit toujours par rapport au livre. C'est-à-dire le fait que s'il savait que le livre aurait eu tous ses succès, il avait fait les choses un peu différemment. Voilà. Maintenant, après avoir écrit un roman, je me sens un peu assiégé, affolé par cet effort, par cet équivoque par lequel on croit que moi je suis l'auteur de ce livre. Oui, c'est accidentel. On peut parler de la stratégie. Ce livre est l'auteur de moi. Ce livre vous a fait. Oui, je commence à penser dans le terme de ce livre, puisque tout le monde m'oblige à y penser. Parfois, je le relis et dis, pas mal, oui, peut-être il avait raison. Mais... Alors, comment vous étiez avant? Comment est-ce que vous êtes après? Alors, comment s'est fait la métamorphose ou le changement ou... Ah, ça, c'est intéressant, hein. C'est trop tôt pour le dire, mais même la façon dont les autres ont lu mon livre a changé mon idée du livre et mon idée de moi-même. Donc, vous savez, la vieille histoire, une poule, c'est un truc inventé par un œuf pour produire un autre œuf. Et donc, un auteur, c'est un truc inventé par un livre pour produire un autre livre. Un auteur, c'est un truc inventé par un livre pour produire un autre livre. Nous venons d'entendre Umberto Eco au micro de France Culture, de Francesca Piolo, en 1983. Lorenzo Alunni sur ce rapport entre le livre, Umberto Eco et l'œuf. Oui, et je trouve intéressant toujours, c'est qu'il fait d'aller-retour vers une sorte de mystique du livre, du rapport entre le livre et l'auteur. Et l'Umberto Eco savant qui analyse parfois d'une manière pas très froide, mais d'une manière très rigoureuse les œuvres. Donc avant de publier Il nome della rosa, le nom de la rose, Umberto Eco c'était quelqu'un qui rentrait dans les ouvrages et dans les œuvres et les analysait d'une manière en suivant des règles très strictes, même s'il a promu cette formule de l'œuvre ouverte. Comment dire, il était un chercheur très rigoureux. Après la publication, on voit un changement dans les entretiens, on voit un changement dans sa manière de s'approcher à l'analyse des textes. C'est-à-dire, comme il y a eu ces succès populaires immenses, il commence un peu à jouer avec ces idées un peu, même, je dirais, même mystiques. C'est l'auteur qui invente, c'est les livres qui inventent l'auteur, des choses qui ne se seraient jamais permis avant du succès du nom de la rose. Mais Isabelle Landona, c'est quelque chose aussi de très médiéval, cette absence de l'auteur, de l'augmenteur. Absolument. Le fait que le livre existe en soi, que c'est pas... tout à fait. C'est pas vain, je pense. Vous avez tout à fait raison, parce que dans l'époque que décrit le livre, même si bien sûr il y a des textes qui ont un nom d'auteur, le principe quand même général, c'est qu'il y a deux catégories d'ouvrages. Il y a les auctoritates, les autorités, c'est-à-dire des textes qui font référence et qui sont pourvus d'un nom d'auteur prestigieux, père de l'Église ou autre. Et puis il y a tout le reste. Et le travail, finalement, le bon travail, c'est la compilation. C'est le fait... Le Moyen-Âge a horreur de la nouveauté, comme chacun sait, et on a produit d'immenses, c'est-à-dire sur un postulat d'horreur de la nouveauté, on produit en réalité de la nouveauté par le biais de la compilation d'autorités. Et en réalité, quand on regarde, par exemple, je ne sais pas, l'exégèse. L'exégèse biblique, parfois un mot va changer le sens. Donc quand on regarde de loin, on a l'impression que les choses sont très très stables. Et puis en fait, le sens évolue par l'agencement qu'on va donner à l'ordre des commentaires, par exemple. Donc de fait, on a écrit un peu des sottises sur l'absence totale d'auteurs au Moyen-Âge, parce que c'est pas exactement comme ça qu'il faut raisonner. C'est plutôt l'idée que
l'autorité d'un texte, soit elle se réfère à quelqu'un de très connu, une autoritatesse, soit ça n'a pas finalement grande importance. Bon, ce qui n'empêche pas quand même d'aucuns de revendiquer leurs œuvres, surtout au XIVe siècle. Donc, il y a quelque chose de très facétieux, je répète l'adjectif, et de très cabot aussi chez Umberto Eco, à partir du moment où son livre a généré ce succès qui est incroyable. Et moi, je pense qu'il faut aussi s'interroger, on parlait au début de notre conversation de quel éditeur publierait un livre pareil aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi s'interroger sur quel succès pourrait avoir un livre de cette sorte aujourd'hui. Et il faut pas oublier que finalement le moment de sa publication et en tout cas de sa traduction en français, donc 82, voilà, on est à la fin d'une séquence pour les sciences humaines et sociales en France où Duby, Le Goff, des gens comme ça, des grands médiévistes vont à apostrophe chez Pivot et font un tabac, quelque chose qui ne se produirait absolument plus aujourd'hui. Il y a une sorte d'âge d'or des sciences sociales, de l'histoire médiévale. On reçoit Duby pour les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme chez Pivot et ça fait un tabac. Et donc, vous voyez, il y a toute cette à la fois une époque, une manière de voir les choses, des échos avec l'époque que lui-même décrit qui sont très fins, très subtilement analysés, très puissants, et une sorte d'alchimie qui fait que c'est un grand livre en réalité. Lorenzo Alunni, pour conclure, sur justement cette postérité d'Umberto Eco et du Nom de la Rose en Italie. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous interroge beaucoup si on regarde un peu l'histoire de la littérature italienne des derniers 50 années. Umberto Eco vient arrive au Nom de la Rose d'une position assez particulière, comme on le disait tout à l'heure, parce que d'un côté, il était un chercheur très rigoureux, mais de l'autre, il provenait aussi d'un groupe, le groupe 63, qui était considéré l'avant-garde. Vraiment, c'est pour ça que ce livre a été un peu refusé par tous les autres personnes de ce groupe. Donc, il arrive à ces romans, il fait le succès qu'on connaît, il y a beaucoup de critiques qui, au premier moment, font des critiques très positives, mais après, quand il a beaucoup de succès, ils disent non, je m'ai trompé, c'est un mauvais roman. Quand on pose la question à Umberto Eco, est-ce que, à votre avis, c'est vrai il y a quelqu'un qui dit que votre roman a changé la littérature italienne. Est-ce qu'à votre avis, c'est vrai? Lui, d'une manière un peu avec son humour, il dit c'est trop tôt, il faut attendre 150 ans avant de savoir ça dans l'esprit un peu de moyen. On le saura bientôt. Merci beaucoup Lorenzo Alunni, merci Isabelle Landona. Nous nous quittons sur Guillaume de Machaut, un virelet justement du XIVe siècle, J'aime sans penser les durs, joué par l'ensemble Gilles Benchois sous la direction de Dominique Vélard. J'aime sans penser les durs et longtemps amés, celle où Dieu et nature ont mis tant de bonté que toute créature donne à surmonter. Or mes dures sans mesure n'est le napité de l'ardure que j'endure pour sa grambiauté. Sa manière sûre, douce et simple à mon gré, et la riche facture de sa plaisanteté, par leur douce pointure m'ont conquis et offré. Or mes dures sans mesure n'est le napité de l'ardure que j'endure pour sa grambiauté. Merci beaucoup Lorenzo Alunni. Merci Isabelle Landona de nous avoir accompagnés dans cette émission consacrée au Nom de la Rose d'Umberto Eco, réalisée par Agnès Catou avec Guillaume Ledu à la technique aujourd'hui. Merci à Aurélie Marseille qui m'a aidé à la préparer. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter et podcaster sur le site de France Culture et l'application de Radio France. Demain, nous continuons notre série en 1984 avec Des arbres à abattre de Thomas Bernhardt. À demain. Mais ce n'est pas droiture que si pour loyauté, soigna des confitures, car j'ai sans fausseté, madame n'était pure, servie et honorée. Or mes dures sans mesure n'est le napité de l'ardure que j'endure pour sa grambiauté.